Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, moi, je fais partie d'un conseil de développement déjà depuis plusieurs années dans le Gers, notamment sur la partie est du Gers, et c'est le pays Porte de Gascogne, donc qui comprend à peu près 160 communes, 70 000 habitants. Et donc, dans ce conseil de développement, nous avons pris à bras le corps la problématique de la transition énergétique et nous nous sommes retrouvés un petit groupe de 5-6 personnes qui ont réfléchi sur, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut amener de concret dans cette transition énergétique. Et donc, on s'est entendu avec le pays, le PETR, qui nous a aidés, notamment lors de l'élaboration de visites, de rencontres avec d'autres territoires pour voir un petit peu ce qui se pratiquait ailleurs et en essayant d'éviter des écueils et, euh, et aussi de bénéficier de leur richesse. Et ça nous a permis donc comme ça d'évoluer considérablement, puisque à notre retour, après avoir fait la région du Languedoc-Roussillon, la Drôme, la région du Combrailles, dans le côté de Clermont-Ferrand. On a eu une multitude d'expériences qui nous ont motivés encore plus. Et à partir de là, à notre retour, on a décidé de monter une association de préfiguration qu'on a appelée Énergie citoyenne, pays Porte de Gascogne, parce que ça représentait le territoire sur lequel on était avec un objectif, c'est trois objets, enfin, il y avait quatre objectifs dans cette association. Un, de lutter contre au plus près des citoyens. Le deuxième, c'était de développer un projet collectif de production d'énergie renouvelable en concertation avec les collectivités. Le troisième, c'était de faire un accompagnement des particuliers sur voilà, l'étude de faisabilité d'un projet individuel de photovoltaïque. Alors, individuel, et maintenant on évolue vers du collectif aussi. Et enfin, le quatrième, c'était d'accompagner un projet d'économie solidaire et sociale pour apporter des solutions sur des problématiques de précarité énergétique. Voilà. Parti de là, donc on a créé un petit noyau dur d'une douzaine de personnes qui est nécessaire dans ce genre de fonctionnement. Et nous avons travaillé avec le pays et avec les collectivités et toutes les communautés de communes. Il y en a 5 sur notre territoire. On a travaillé sur les plans climat, air, énergie des territoires et qu'est-ce que nous, on pouvait apporter en tant que citoyens dans ce plan-là. Donc, ça nous a permis d'avoir une relation avec les élus très importante et très rapprochée, à tel point que mensuellement, on a des rencontres avec les techniciens du pays qui nous permettent de faire un petit peu le lien entre les 150, 159 communes et notre association. Parti de là, on a créé un projet euh, qui s'appelle, qui est dans une société SAS Énergie citoyenne, qui, elle, va faire 15 installations uniquement pour faire de la revente. Et donc, nous avons été nous vendre un petit peu dans toutes les collectivités qui souhaitaient nous rencontrer. Et on leur a demandé de nous mettre à disposition une toiture. Et nous, on a mis donc des installations de 36 kilos, enfin, ça fait 170 mètres carrés de panneaux. Donc, pourquoi les collectivités? Parce que parfois, elles ont souvent des toitures relativement importantes et c'est ce qui nous intéressait. Et puis, c'était un moyen de faire un lien entre le plan climat, le positionnement des communes sur les stratégies qu'elles pouvaient mettre en place au plus près de leurs habitants. Donc, en venant d'un milieu associatif, on a eu une très forte adhérence des gens, que ce soit des élus ou des particuliers. Et donc, à partir de là, ce projet, on l'a présenté à la région Occitanie. C'était un projet de 500 kW crête, 3200 mètres carrés de panneaux. Euh, L'objectif, c'était de revendre et de dire, eh bien, nous, citoyens, on est capable de produire de l'énergie renouvelable sur notre territoire. On a donc présenté ce dossier
en octobre 2017 à la région Occitanie, qui a été très intéressé puisque avec l'ADEME, il nous accompagne concernant les études de ce projet-là. Et avec la région, en plus, ils nous ont proposé, si on trouve 100 000 euros citoyens pour notre projet, de financer à hauteur de 100 000 euros notre projet. Ce n'est pas anodin, puisque ça représente le tiers du financement de notre projet global. Donc, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Ça évitait d'aller solliciter les banques dans un premier temps. Et on a eu une très forte adhésion des particuliers, puisqu'à l'heure actuelle, sur cette activité-là, on a à peu près 130 000 euros qui ont été récoltés auprès des citoyens. Et donc, la région nous a versé ces 100 000 euros, puisque c'était plafonné à 100 000 euros. Donc, très bonne opération. On n'a pas tout à fait fini. On est à 12 installations sur les 15 qu'on avait prévues. Mais le mouvement s'accélère un petit peu, puisqu'il y a une prise de conscience dans les collectivités et ils reviennent vers nous pour cela. Alors, indépendamment de ça, on travaille aussi avec les collectivités sur des diagnostics. On est là pour les accompagner un petit peu, pour leur dire, eh bien, voilà, vous avez tel type de bâtiment, vous pouvez peut-être faire de la revente totale ou faire de l'autoconsommation individuelle pour vous, pour des écoles, pour des logements, pour bureaux, mais vous pouvez aussi faire de l'autoconsommation collective en produisant de l'énergie et en la partageant sur votre village ou votre ville. Voilà, donc on est force de proposition et on leur fait un diagnostic où on sait quand même, ça nous a demandé honnêtement un gros engagement parce qu'on a été formé grâce à une association qui est au niveau d'Occitanie qui s'appelle Éclair, qui est là pour accompagner tous les dispositifs, les associations collectives. Et on a été formé sur de la comptabilité, sur de l'étude de cas, enfin, ce qui nous manquait un peu, sachant que ce qui nous a le plus fédéré dans cette association, c'est qu'à l'origine, les 12 personnes qui se sont regroupées, on ne se connaissait pas. Mais chacun a amené, si vous voulez, ses connaissances, comptables, ingénieurs, installateurs, peintres, secrétaires. Enfin, moi j'étais plutôt dans le domaine des collectivités puisque je suis un ancien maire. Et donc, ça a permis de faciliter les relations un petit peu avec tout le monde. Donc voilà, ça c'était pour le projet collectif, bien lancé. On est très content, on a atteint nos objectifs. Et ça nous a tellement motivés que, eh bien, on a essayé dans le Gers de développer et d'accompagner d'autres collectifs. Et c'est pour ça qu'on va régulièrement sur des réunions d'élus dans les agglos, dans les pays, pays d'Armagnac, pays de Doche, où on a fait des interventions, voire dans les communautés de communes. Et à ce jour, on a réussi à accompagner deux nouveaux collectifs. Le collectif RK, Énergie renouvelable, collectif Astara, qui est au sud du département, et un autre collectif qui est en gestation, qui démarre et qui s'appelle Watt Auch sur l'agglomération d'Auch, qui est un peu la capitale du département. Voilà un petit peu l'avancement de ce projet, mais ça s'est fait avec le pays et de suite les élus ont pris conscience qu'on pouvait amener un lien entre la population justement et les élus, à tel point qu'on est très sollicité pour aller faire des réunions publiques, justement pour parler notamment lorsqu'il y a eu la loi de mars 2023 sur l'APER, l'accélération des productions d'énergie renouvelable, eh bien, on est allé justement témoigner, nous, avec nos connaissances, et donc ça a été quand même des points très positifs de ce côté-là. Donc, ce conseil de développement, lui, il continue quand même de fonctionner puisque nous avons plusieurs thématiques, et, notamment la santé communautaire, l'agriculture, les énergies. Moi, je m'occupe pas mal des énergies parce qu'on a d'autres réflexions aussi. Et donc, c'est quand même assez vivant et donc, on a besoin de cette aide et je vois que tout le monde trouve que c'est gagnant-gagnant, parce qu'on n'aurait pas pu faire ces voyages d'études si le pays ne nous avait pas aidés. Et en contrepartie, maintenant, on renvoie l'ascenseur en accompagnant toutes les collectivités qui le désirent.
Ensuite, nous avons été frappés parce que le but pour aller chercher des actions ou des parts sociales chez les citoyens, on devait faire des réunions, dessiner des débats, mais l'inconvénient, c'est qu'on est tombé dans la période du Covid et ça a été très compliqué pour nous. Et donc, on a eu l'idée, un de nos membres du bureau a eu l'idée de regarder l'autoconsommation et qu'est-ce que nous, individus, on pourrait apporter pour faciliter les choses. Donc, on a questionné un petit peu les problématiques, les quatre freins qui existent et le manque de confiance à l'heure actuelle. Tout le monde est assailli de coups de téléphone et tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. Malheureusement, il y a encore du mauvais et donc c'est très compliqué de faire la part des choses quand on ne s'y connaît pas. Donc on a dit, nous, on est capable d'amener une certaine confiance de ce côté-là, de trouver des entreprises locales, parce que notre objectif, nous, c'est de travailler avec des entreprises locales pour renforcer l'économie du territoire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde ait à cœur. Ensuite, les démarches administratives. Nous avons un système français qui est assez millefeuille. Donc, ben nous, on s'est formé, en définitive, pour faire toutes les démarches à la place des particuliers. Et le quatrième point, qui est quand même un point assez important, c'était le budget. On voit de tout, quoi. On a des budgets vraiment. Euh, donc là, on est là un peu pour guider les gens, pour faire leur choix. Et donc, à partir et de plus en plus, depuis 2023, avec les différentes augmentations de, de, de coûts de l'électricité, voilà. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, si vous voulez. En définitive, quand on les accompagne, on leur dit, bah, écoutez, vous prenez 2, 3, 4 actions sur notre projet collectif. Et c'est ainsi qu'on a réussi à capter 130 000 euros citoyens. Ensuite, concernant le projet ESS, d'économie solidaire et sociale, l'objectif, c'était de dire, bon, maintenant, on a une assise, on est reconnu, on peut capter certaines sommes, et le but, c'est d'essayer d'accompagner les personnes qui sont en précarité énergétique en leur installant des panneaux qu'on a ciblés. Alors, ça peut être des logements sociaux, ça peut être voilà, on travaille beaucoup avec les collectivités de ce côté-là. Et le but, c'est, ben voilà, nous, on va vous installer des panneaux et on va vous accompagner. Parce que le but, pour faire de l'autoconsommation, il faut qu'il y ait surtout un changement de comportement. Et nous, on insiste énormément sur cet aspect-là. C'est-à-dire, en clair, je ne consomme pas mon électricité la nuit, mais je dois la consommer le jour. Et donc, ça nous a permis de les accompagner. Alors, on s'est engagé à les accompagner pendant 3 ans, où on fait un bilan et on voit un petit peu comment les gens se comportent, notamment au niveau des facturations. Voilà, ça c'est le dernier point qu'on a développé, mais on a pu le faire parce que justement, le conseil de développement, on avait un groupe très fédérateur de ce côté-là. À l'heure actuelle, sur ce groupe-là, on doit avoir dans les 250 adhérents. Alors, plus ou moins impliqués, il y a des gens qui ont profité de l'occasion pour se servir de nous dans le cadre de l'étude de faisabilité, mais on a beaucoup de gens qui reviennent vers nous avec des idées et qui nous accompagnent lorsqu'on fait des réunions, éventuellement, lorsqu'on fait des manifestations extérieures pour aller vers les gens et leur expliquer que l'électricité, eh c'est un bien commun. C'est un bien qu'il faut qu'ils s'accaparent comme l'eau, comme les déchets. Et je veux dire, c'est le même discours. Il faut à l'heure actuelle que les gens prennent conscience qu'il faut évoluer de ce côté-là. Et c'est ce qu'on a fait apparaître avec le groupe thématique de notre conseil de développement en disant il faut que le citoyen se réapproprie son énergie. Voilà un peu la présentation de ce qui fonctionne bien. Nous discutons beaucoup en Occitanie avec d'autres, puisqu'on fait partie de plusieurs réseaux. On discute beaucoup. On est allé sur Montpellier et autres présenter notre façon de faire. C'est pas évident parce que ça demande un engagement. Nous, on est quand même à l'heure actuelle 7 à temps plein sur ces problématiques-là, mais parce qu'on est passionné. Voilà, et on a la capacité, avec les différentes personnes qui font partie du groupe, on a la capacité de pouvoir répondre à tout le monde, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ça nous a obligés d'aller nous former. Voilà. Mais on en est très satisfait parce qu'on on a
un rendu et on amène une vision globale en disant aux gens, vous pouvez à tout niveau intervenir sur la transition énergétique. Voilà pour ma présentation. Si vous avez quelques questions. Vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. très bien. Quelles sont les relations entre l'association et le groupe du Conseil de développement? J'ai pas bien compris comment ça s'articulait. Alors, l'association est née de gens qui font partie du conseil de développement. À l'heure actuelle, moi, je suis représentant légal de l'association, mais je suis membre du conseil de développement et je m'occupe particulièrement de la commission agricole, environnement, énergie qu'on a mis au point, où nous avons une trentaine de personnes qui travaillent là. Il faut savoir que, en tant que membre donc, du conseil de développement et membre de l'association qu'on a créée, à l'issue, c'est le conseil de développement qui a permis de créer cette association. On participe aussi au GAL, on participe aussi à pas mal de choses au sein du pays. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait, merci. Alors, il y a d'autres mains qui se lèvent du côté de Sarrebourg. Oui, je voulais savoir à qui vous revendez l'électricité et comment ça se passe. Alors, pour l'instant, on revend l'électricité à EDF, OA pour l'instant, pour le projet collectif, mais nous sommes en discussion avec Enercop, ILEC, qui sont des fournisseurs d'énergie renouvelable. Et nous avons même un partenariat avec Enercop, puisque nous comptons participer avec eux sur des petits projets de panneaux photovoltaïques au sol. Nous sommes en plein développement de ce côté-là. Parce que moi, on a fait une réunion dans mon village sur l'autoconsommation collective avec Engie et ils nous ont dit la difficulté, c'était l'enregistrement, le calcul quoi, de la vente, de la revente à Alors, chacun. voilà. Comment Alors ça se passe? ce n'est pas une difficulté, parce qu'il faut savoir que Nedis a toutes ces informations-là et qu'elle les met à disposition. C'est-à-dire, en clair, quand vous faites un projet d'autoconsommation collective, il va falloir fixer ce qu'on appelle une règle de répartition. Donc, j'ai des producteurs d'énergie d'un côté qui vont me vendre l'électricité et moi, je vais la répartir sur un village, voilà. Et pour pouvoir la répartir, il vous faut faire ce qu'on appelle une clé de répartition, dynamique ou pas. Vous avez dû en entendre parler. Et c'est Enedis qui est en capacité de pouvoir vous donner les consommations toutes les demi-heures, voire toutes les 10 minutes, pour pouvoir justement, avec un logiciel, déterminer votre clé de répartition, qui peut être dynamique, donc, et vous la révisez mensuellement, ou qui peut être autre, et puis vous la fixez pour l'année, que voilà, c'est moins contraignant, hein, parce que derrière, il faut du monde pour suivre tout ça, quoi. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est après facturer et tout. C'est pas Enedis qui vous font, ils vous donnent juste les documents. C'est à vous à facturer. C'est à vous à facturer. En réalité, vous allez créer une facturation spécifique avec l'autoconsommation. Et on trouve des logiciels maintenant qui permettent de faire ça. Il y avait très peu de bureaux d'études au départ qui faisaient ce genre de truc. Ça commence à se généraliser maintenant. Vous n'avez pas eu de contact de ce côté-là? Non. Non, Ah, vous si, n'avez pas si. donné. Si, si, il y avait un bureau d'études qui nous a même annoncé qu'il fallait 6 mois d'études avant de pouvoir se lancer, parce qu'effectivement, c'était relativement compliqué à mettre en place. Voilà. Alors, la difficulté, il faut d'abord créer ce qu'on appelle une PMO, c'est-à-dire une structure. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une collectivité, ça peut être une SIC, ça peut être une SAS, ça fait, voilà. Juridiquement, il y a différents dispositifs qui permettent de créer ce genre-là. Et il faut ce qu'on appelle une personne morale. Pourquoi? Parce qu'un EDIS ne veut qu'un seul interlocuteur. Et c'est logique, chacun ne peut pas aller chercher son information dans son coin. Donc, il demande justement cette personne morale et il va travailler en permanence avec cette personne morale. Et c'est effectivement au niveau de cette personne morale, de cette
structure-là qu'il va falloir créer ce qu'on appelle une facturation, voire un calcul de répartition. Et voir aussi vos producteurs. Nous, à l'heure actuelle, ce qu'on fait avec notre projet collectif, on est en train de faire une installation sur une salle des fêtes et on va revendre notre énergie à la commune, à la commune qui a pris un statut juridique pour de l'autoconsommation collective qu'elle veut redistribuer sur sa commune. Alors nous, on va faire un 36 kilos, on va leur faire payer 13 centimes. Nous, on ne veut pas faire de bénéfices, on veut juste amortir notre installation. Et eux, eh bien, ces 13 centimes, ils vont les répartir avec 1 ou 2 centimes de frais de fonctionnement, parce qu'il y aura des frais de fonctionnement, et ils vont les revendre à leurs concitoyens sur la commune. Ça, on est en train de le monter. Et est-ce que pour créer cette PMO, on peut trouver les statuts standards qui permettent de ne pas faire d'erreur sur la création de la personne morale, justement? Alors, oui, il y a des statuts standards, oui, on doit pouvoir trouver ça. Vous pouvez vous rapprocher de, alors, Enercoop Midi-Pyrénées, hein, enfin, en Occitanie, ou Éclair, c'est une association qui est financée par la région Occitanie et qui nous permet, nous, de faire le relais. Vous avez aussi Énergie Partagée. Nous, on est adhérents de l'association Énergie Partagée qui a un très bon blog là-dessus sur l'autoconsommation collective, quoi. Là, vous allez retrouver des éléments importants. Éclair, c'est E-C-L-E-R ou A-I-R? ECLR. LR. Énergie citoyenne Languedoc-Roussillon. C'était avant la fusion des régions. Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Alors, il y a une autre main. Michel Collin, vous avez relevé la main? Oui, Ouais. par rapport au financement, tu as parlé de 100 000 euros qui sont devenus 130 000 citoyens, 100 000 régions. Est-ce qu'il y avait d'autres sources de financement? Quel était le budget global au départ? Absolument, on avait, alors pour tout te dire, on avait l'ADEME et la région qui nous ont financé les études de photovoltaïque, les études de structure, qui nous ont aidés à hauteur de 70% du montant. Et ça nous a fait, si tu veux, 35 000 euros, ADEME, région, 50% chacun. Ce qui est quand même assez intéressant, quoi, et ça nous a fait baisser les coûts de nos structures, quoi. Donc, 17 500 l'ADEME, 17 500 la région, plus 100 000 euros de la région en investissement, pour résumer. Eric, j'avais la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eric Guagliardi pour le Conseil de développement de Mont-de-Marsan, agglomération dans les Landes. J'interviens ce matin et participe à cette visio puisque notre Conseil de développement a choisi de traiter dans un atelier en autosaisine le sujet donc des projets citoyens autour des énergies renouvelables. Et il se trouve qu'il y a une quinzaine de jours, ce groupe de travail a invité, pour parler des initiatives dans le département des Landes et puis en Nouvelle-Aquitaine également, l'association. Alors, je voulais savoir si M. Chabrol avait connaissance des structures que je vais citer. Dans le département des Landes, il y a quasiment la même institution que M. Chabrol active, c'est Aloe, sur les mêmes principes, hein, de regrouper les initiatives citoyennes et en exploitant des centrales de production d'énergie renouvelable, et notamment un gros travail avec les petites communes. Et la deuxième institution qui est intervenue il y a une quinzaine de jours, c'est l'association Sirena, qui se situe à Bordeaux, qui là regroupe pour la région Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble toutes les initiatives, les initiatives marquées sur ce sujet-là, des projets citoyens autour des énergies renouvelables. Et j'ai vu que l'association Sirena cite effectivement le travail qui est fait par M. Chabrol dans son territoire. Voilà, je voulais juste
vous demandez, M. Chabrol, si vous étiez informé de l'existence de ces deux structures. Et pour ma part, je constate effectivement que ces initiatives sont souvent portées par des petites ou moyennes communes pour développer des territoires, effectivement, développer des initiatives. Alors, c'est peut-être plus facile sur un petit territoire où tout le monde se connaît et tout le monde a un peu plus confiance l'un dans l'autre que sur les grosses, comment dire, métropoles ou les grandes villes, etc. Voilà. Si Alors, tu le permets, Eric ah oui, et oui. Francis, ça va tout à fait dans le même sens. Donc, ça permettra à Francis de répondre plus globalement. Donc, effectivement, comme Eric, je suis pas mal de sujets, alors pas au titre d'un conseil de développement, mais sur la Charente-Maritime. Donc, en fait, effectivement, il y a un système de poupées russes, hein, donc il y a énergie partagée au niveau national qui fédère l'ensemble des initiatives. Il y a quasiment une structure dans chaque région. Donc effectivement, pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est Sirena et M. Chabrol a cité celle de l'Occitanie. Et puis après, dans les départements, il y a des structures plus petites. Donc par exemple, sur la Charente-Maritime, il y a À nous l'énergie 17. Et effectivement, ça rassure, hein, il y a eu des questions. Ces associations, elles vous aident complètement à monter les dossiers. Donc, elles sont vraiment là pour ça. Elles ont des compétences pour le faire. Et en plus, je dirais, c'est quasiment bénévole. Donc, en fait, là, par exemple, sur la Charente-Maritime, il y a À nous l'énergie a déjà lancé 3 sociétés citoyennes de production d'énergie, une sur l'île de Léron, alors, de différentes tailles. Sur l'île de Léron, donc là, ce sont des petites communes, l'ONIS, qui est aussi des petites communes, et puis qui s'appelle la COPEC, euh, et puis une sur l'aglo de La Rochelle, donc là, c'est des plus grosses communes, qui s'appellent les Lucioles. Et d'ailleurs, la COPEC, vous avez dû en entendre parler dans les informations, parce que ils ont réussi à mettre en place 3 très grosses éoliennes sans qu'il y ait de recours citoyen, parce que justement, c'était porté par des citoyens. Donc, on en a pas mal parlé dans les médias. Voilà. Et donc là, il y en a 2 en projet, une sur Rochefort et une sur Gers, donc le sud de Nice. Donc ça, c'est... Voilà. Donc effectivement, il y a ce système de poupées russes. Je voulais intervenir là-dessus. J'ai un autre point, mais je vais laisser peut-être répondre Monsieur Chabrol. Oui, donc concernant Serena, Laoé, tout ça, je connais parce que on s'est rencontrés avec l'association C47 qui a parlé de nous à Serena et donc on s'est rencontrés pour leur présenter comment on travaillait, pourquoi on le faisait, jusqu'où on pouvait aller parce que on a aussi nos limites, hein, on en est conscient. Mais donc on connaît bien. Et, alors pour vous donner une idée, dans l'Occitanie, il y a 60 collectifs qui gèrent des énergies renouvelables, 60 collectifs citoyens. Ça va d'une éolienne à des parcs au sol, à un méthaniseur, ça va jusqu'à des barrages hydrauliques, puisque 2 ont repris des concessions de barrages hydrauliques. Vous voyez, c'est assez divers. Et donc, déjà, on se connaît et c'est important d'être en réseau. C'est pour ça que je veux rebondir sur ce que vous disiez. Parce qu'effectivement, c'est à partir de là qu'on va s'enrichir parce qu'on a une évolution très importante quand même des textes. Je vois, nous, on a une personne dans l'association qui tous les jours va sur le journal officiel, qui tous les jours va regarder toutes les implications et on s'est appuyé sur des associations qui fournissent ces infos aussi, quoi. Donc ça nécessite quand même de rester au courant en permanence. Alors, je voudrais revenir sur un mot qu'a dit c'est votre prédécesseur, là, je n'ai pas retenu le nom, euh, la confiance. À l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut remettre vraiment au ras des pâquerettes, c'est la confiance. Les gens, ils ont perdu la confiance parce qu'il y a eu des abus, on le sait, jusqu'aux années 2010, jusqu'au moratoire. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, à quelque niveau que ce soit,
Parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on a créé les plans climat, moi je vois, la première réaction des collectivités qui étaient un petit peu plus cossues, c'était de se dire, oh ben, moi je suis capable de faire dans mon coin. Et puis très vite, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les compétences. Et donc c'est en s'appuyant sur des dispositifs comme ce que vous avez énoncé, hein, Serena, ou les nôtres, et ainsi de suite, que là, ils peuvent trouver une certaine spécialisation, une certaine expertise. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à construire, et c'est comme ça qu'on arrive à construire avec eux ce genre de projet. Donc, le but, et puis, nous surtout, c'est qu'on accompagne la population en même temps. C'est ça qui est important. Nous, systématiquement, dès qu'on fait un projet sur une commune, on fait une réunion publique. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Et c'est l'occasion de parler bon, des énergies, mais on parle aussi de bien d'autres choses et qui est nécessaire aussi à faire une stratégie de territoire, en clair. Voilà, c'est pour ça. Donc, toutes ces associations, moi, je connais un peu, surtout sur les Landes, où on est très sensible à certains projets. Et on est prêt à partager avec eux. Et d'ailleurs, moi, je me suis spécialisé dans l'hydroélectricité, la petite hydroélectricité, parce que, si vous voulez, dans le Gers, on a 700 moulins et on n'est pas capable de fabriquer de l'énergie hydraulique ou très peu. Et donc, on est allé, moi j'étais du côté de Pau, pour aller sur des congrès, justement, pour essayer de trouver vraiment comment on aborde ce type de chantier. Et donc, j'en reviendrai sur le travail qu'on fait, nous, à l'heure actuelle, au niveau du CODEV, dans la commission thématique sur l'environnement. On est en train, justement, pour éviter les écueils, et je vois que vous avez bien travaillé sur l'île d'Oléron, pour mettre 3 éoliennes sans conflit, et bien, nous, on est en train de faire cette réflexion sur les projets de méthanisation et d'éoliennes sur notre territoire en disant, bon, voyons, avec la population en amont. Et ça, conflit, ça passe en force et ça laisse toujours des traces. Voilà. Et donc, on est en train de travailler sur un guide qui s'adresse à tout le monde, en définitive, et qu'on va partager avec Énergie Partagée, d'ailleurs, puisqu'ils sont intéressés par l'approche qu'on a fait, parce qu'on a déjà édité un guide dans ce sens-là. Voilà un petit peu pour les relations avec nos voisins auxquels on tient, hein, parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'enrichir de plus en plus, quoi. Alors, il y a une nouvelle main qui se lève, Jean-Michel Clerget. Oui, je voulais simplement faire un petit témoignage et vous demander un petit peu en retour ce que vous en pensez. Nous, notre souci, nous sommes adossés à un PETR, donc c'est un pays qui a 76 000 habitants à peu près, 2 communautés de communes. Et le problème, c'est que la plus grosse communauté de communes de notre territoire s'intéresse pratiquement uniquement aux projets d'énergie nouvelle en autoconsommation avec les industriels et les commerçants. C'est-à-dire que les projets citoyens n'ont pas l'air de les intéresser beaucoup. Et de ce fait, on arrive très peu à avoir de support de leur part. Alors, je ne sais pas si vous avez à partager avec nous une recette pour faire en sorte que nous puissions, nous, leur proposer de nous occuper de projets côté citoyen en leur laissant la main sur les projets qui concernent l'autoconsommation par les entreprises. Voilà ma problématique. Alors là, c'est un sujet qui me tient à cœur. Effectivement, notre approche, on a eu le même sentiment. En clair, les collectivités, au départ, nous ont dit, écoutez, nous, on a été élus démocratiquement, on n'a pas besoin d'un collectif citoyen pour avancer sur ces problématiques-là. Alors, on a abordé le problème différemment en leur disant, écoutez, on va vous faire une installation d'autoconsommation pour vous faire des économies. Et à partir de ce moment-là, vous nous direz ce que vous en pensez. Et alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait une toute petite installation, 6 kilos, c'était quelque chose de ridicule, qui a coûté rien du tout. Et leur facture énergétique a diminué de moitié. Ils sont revenus vers nous. Et c'est eux qui nous ont demandé de faire un projet en autoconsommation collective. Et même, ils nous ont donné une toiture pour faire, dans notre projet collectif, une production d'énergie renouvelable. Donc voilà, il faut parfois contourner un peu. Ça prend du temps parce qu'on le sait, le fonctionnement des collectivités, il y a une certaine inertie et il y a un calendrier qui est
terrible, c'est le calendrier. On veut un résultat rapidement, voilà. Et parfois, il y a une réflexion qu'il faut avoir un petit peu plus longue dans le temps. Voilà. Mais nous, on a contourné, mais on a eu le même écueil au départ, hein. Ça, c'est clair. Merci, c'est encourageant pour nous. Merci. Jean-Pierre, et après, je partagerai une question qui a été posée dans le chat. Mais vas-y, Jean-Pierre. Oui, donc en fait, M. Chabrol a évoqué quelque chose d'important qui est la loi de mars 2023, 23. qui est pas suffisamment exploitée, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui était demandée à toutes les communes de réfléchir aux endroits où ils pourraient avoir des projets d'accélération des énergies renouvelables. Donc l'idée en tant que telle est formidable pour accompagner ce type de projet et qui permet aussi aux collectivités de reprendre la main sur un sujet, puisque en général, on avait plutôt des exploitants qui venaient en disant, bah, nous, on a un projet là, voilà, on va le mettre en place. Donc là, il y a une volonté. Et le problème, c'est que beaucoup de communes, très peu de communes ont pris en main ce sujet, ou l'ont pris de façon très, très légère. Bon, alors la première date limite, effectivement, était au 31/12, mais comme l'outil de saisie n'a été disponible que mi-décembre, c'était pas possible. Donc, ils l'ont redécalé au 31 mars, mais il n'y a pas beaucoup plus de volonté parce que il y a une façon de. Alors, vous savez que Tadatoum était aux côtés de la CNCD depuis 2 ans et là, on a travaillé aussi avec une grande communauté de communes très rurale qui est la Haute-Saintonge. C'est 129 communes, hein, donc, et grâce à un outil relativement simple, hein, puisqu'en fait, elle pré-mâche le travail, puisqu'elle donne la solution elle définit les zones protégées, donc c'est pas la peine d'aller trop réfléchir sur ces zones-là. Elle définit les zones agricoles, là aussi, c'est pas la peine non plus d'y aller. Donc, je dirais, il reste à réfléchir sur le reste, et donc ça rend beaucoup plus rapide la démarche. Et sur cette commune, avec un président qui est extrêmement moteur sur tout ce qui est sujet énergie, donc en fait, sur 129 communes, 112 ont défini leur zone d'accélération. 112 communes, ça représente 1500 projets, hein, donc zones, 1500 zones, et ça représente plus de 5000 hectares. Donc ça veut dire que la Haute-Saintonge produit nettement plus que ses besoins, mais ce n'est pas gênant puisqu'elle est à côté de la métropole de Bordeaux. Donc si les projets se réalisaient, parce qu'il s'agit juste d'intention, hein, elle pourrait, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je l'avais déjà dit dans le groupe de travail énergie, mais c'est vrai que les conseils de développement peuvent s'en emparer parce que là où les collectivités n'ont pas encore fait le travail, il y a vraiment un intérêt parce que effectivement, quand vous venez rencontrer avec une société, avec un projet, une collectivité qui a fait ce travail, bah, ça rend la discussion beaucoup plus facile. Et pour répondre à la question précédente, je pense qu'il n'y a pas, il y a complémentarité entre projet citoyen et projet privé. Hein, puisque, en fait, souvent sur un territoire, et je le connais là sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que une collectivité peut par exemple faire une SEM, hein, pour gérer elle-même ses projets, donc avec des privés et avec sur son propre patrimoine. Donc là, la SEM prend en charge. Et à côté, il peut y avoir une société citoyenne sur le même territoire qui va prendre des projets beaucoup plus petits et complémentaires en allant voir des toits de toutes petites communes qui n'intéressera pas la SEM, ou des toits d'agriculteurs, ou des toits de toutes petites entreprises, ou éventuellement des ombrières sur un commerce local. Voilà. Donc les deux sont bien complémentaires, hein, et effectivement, si la collectivité a une SEM, elle peut dire, bah, moi je vais plutôt voir ce que fait ma SEM, mais elle ne va pas forcément être contre un projet citoyen. Et d'ailleurs, l'avantage des sociétés citoyennes, c'est que les collectivités peuvent être tout à fait, c'est même souhaitable, être sociétaires de la société citoyenne. Il n'y a aucun souci, c'est même plutôt, ça se passe plutôt en général comme ça, il y en a toujours quelques-unes qui adhèrent. Voilà. Je voulais apporter ce complément.
Oui, alors vous avez bien fait de le dire. Alors justement, nous, on travaille dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire complémentaire et il n'est pas question de lutter contre. À tel point que dans le Gers, ils ont créé, le département, avec le syndicat d'électrification, a créé une SEM Gers Énergie et nous ont demandé si on voulait participer avec eux dans ces projets-là, sachant qu'à l'heure actuelle, on travaille déjà avec le syndicat d'électrification, où, si vous voulez, eh bien, on se partage les projets au sol ou les projets sur des lacs. Nous, ça ne nous intéresse pas, mais par contre, on va travailler sur les petits projets des communes qui seront beaucoup plus pertinents. Et donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de diagnostics pour les communes, et notamment ce qu'on a fait avec le conseil de développement. Lorsque la loi APER, au mois de juin, les préfectures ont demandé à toutes les collectivités leur intention. On a fait une lettre dans toutes les 159 communes en leur disant, ben nous, on est prêt à venir et à vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette loi APER, parce que il manquait d'accompagnement, quoi. Les gens n'ont pas pris conscience, à mon avis, parce que, si vous voulez, il y avait des délais très courts parce que l'État avait imposé dans les préfectures une réponse rapide parce qu'il fallait monter un plan stratégique pour accélérer un peu tout ça. Je pense que ça va se ralentir, puisque l'État a décidé de faire pas mal d'économies. Donc, mais déjà, au moins, on a une trace. Et alors, nous, ce qu'on a porté, c'était le travail, alors, de notre point de vue, sur, commençons par regarder nos toitures. Comment peut-on travailler sur nos toitures dans le département du Gers, à tel point que la région Occitanie a mis en place un appel à projet, notamment pour les anciennes granges avec de l'amiante, et en proposant, en disant, ben, c'est simple, si une collectivité ou un particulier enlève son amiante, met un bac acier, nous allons l'accompagner à condition qu'il solarise au moins 40% de sa surface. Et je peux vous dire que ça a déclenché quelques choses très intéressantes, notamment dans les collectivités qui avaient des salles des fêtes couvertes encore avec de l'amiante, où c'était l'occasion de retravailler complètement sur ce sujet-là pour désamianter, tout en améliorant l'isolation de la salle et en mettant en place des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Nous, on est parti sur le fait, commençons par travailler sur toutes les toitures que nous avons. Parce que, bon, on est dans un département agricole et le fait de toucher le sol nous gênait davantage. Voilà le complément que je voulais préciser. Merci Francis. Alors du coup, comme je disais, on a une question dans le fil de discussion d'Aurore Baudon du CODEP Comminges-Pyrénées, qui dit que dans le pays Comminges-Pyrénées, ils souhaitent monter des projets citoyens d'énergie renouvelable et elle demande s'il serait possible de faire une visio avec leur groupe transition énergétique pour en parler plus en détail. Elle a dit, nous allons également nous faire accompagner par Claire dans notre démarche. Oui, bien sûr, nous, au contraire, on est très ouverts. Le but, c'est d'essayer de partager, savoir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que ça nous intéresse par rapport aux approches qui sont faites vis-à-vis de la population, mais aussi des élus ou des structures qui existent. On a à l'heure actuelle un phénomène qu'on n'avait pas et qui commence cette année à revenir vers nous, ce sont les bailleurs. Les bailleurs qui reviennent vers nous en disant, voilà, nous, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une complémentarité sur l'économie d'énergie ou voilà. Donc, il y a des ponts qui se créent comme ça et c'est intéressant de pouvoir les partager parce que nous, souvent, on est dans les forums où on va chercher l'info, qu'est-ce qui s'est fait déjà, voilà. Et donc, c'est important. Oui, on peut participer à une visio pour présenter notre démarche. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Eric? Oui, je reviens sur le groupe de travail là, qui va plancher donc sur le sujet. Monsieur Chabrol, quel conseil leur donneriez-vous pour ensuite faire des propositions, puisque c'est l'objectif, de faire des propositions aux élus du conseil communautaire? Est-ce que vous avez déjà des pistes sur lesquelles ils pourraient se consacrer pour leur futur travail? Oui, parce que ne serait-ce qu'identifier déjà les possibilités. Alors,
au niveau d'une communauté de communes. Moi, j'ai été sollicité à plusieurs reprises où j'ai fait un état des lieux avec un cadran solaire j'ai dit, ben voilà, sur tous les bâtiments que vous avez, voilà la possibilité de puissance que vous pouvez développer. Alors, dans les zones d'activité, par exemple, où vous pouvez mettre des panneaux sur les bâtiments, mais vous pouvez mettre aussi des ombrières sur les parkings. Et donc, ça commence à représenter quand même une certaine capacité. Donc, c'est déjà d'amener ce potentiel-là, de dire, ben voilà, vous avez X mètres carrés de panneaux à telle puissance, et après, calculer des revenus, si c'est de la revente, si c'est de l'autoconsommation. Après, il y a différents dispositifs, quoi, hein. Mais c'est déjà au moins commencer à réfléchir sur ça. Euh, Nous, au niveau du SCOT, lorsqu'on a créé le schéma de cohérence territoriale, puisqu'on a travaillé aussi avec le SCOT, euh, les élus qui s'en occupaient ont mis en place un cadran solaire, mais qui a déjà donné un peu un état des lieux, mais très grossier, quoi. Nous, on est allé un petit peu plus loin, quoi. C'est-à-dire, on a regardé vraiment en fonction des orientations, en fonction des pentes, en fonction de beaucoup de choses très techniques, quoi. On est rentré un peu plus dans la technique et on a réussi à avoir des choses plus affinées. À tel point qu'on était capable de proposer de l'autoconsommation sur certains bâtiments, des bureaux, par exemple, qui fonctionnent que le jour. Et pour d'autres, on dit, eh bien, mettez à disposition et faites de la revente totale. Voilà. Donc, c'est déjà, on peut dégrossir ce genre de choses. Ça a une aide déjà pour les collectivités. Moi, je vois, c'était dans le cadre de Petites Villes de demain, où c'était les chargés de mission des communautés de communes qui nous ont demandé ce genre de travail au niveau d'une communauté de communes. Et ça peut être très intéressant. Alors après, il faut voir, nous, on est dans un monde rural, on n'a pas de grosses villes. La plus grosse fait 20 000 et tout le reste, ça tourne à 23 communes à 3 000 à 4 000 habitants, et puis le reste, c'est tout petit, quoi, hein. Voilà. Donc, on n'a pas la même physionomie, peut-être, que vous. Mais c'est-à-dire, nous, on est effectivement avec une agglomération de 57 000 habitants, Ouais. mais avec une commune centrale de 32 000, et ensuite ce sont 17 petits villages, effectivement, de 250 à 500 ou 600 habitants. Donc on est aussi sur un territoire essentiellement rural. Donc ça va être aussi le challenge de proposer à ces territoires-là des solutions sur ce thème. Alors, pour compléter, au niveau de la région Occitanie, ils ont mis en place un logiciel qui s'appelle le Territoire Story et qui permet de descendre à l'échelle de la commune sur les énergies qui sont dépensées au niveau des communes. Et on s'est rendu compte, moi j'avais fait l'expérience, mais on s'est rendu compte qu'on a pas mal de communes en définitive à énergie positive, parce que justement, on produit énormément d'énergie renouvelable, notamment avec le monde agricole qui a équipé pas mal de granges, de 1000 mètres carrés, ainsi de suite. Donc, ça chiffre vite, quoi, hein. Et quand on regarde par rapport à la consommation d'énergie, mais alors toute énergie, on est à énergie positive. Et donc, ça aussi, c'est un argument qu'on met en avant lorsqu'on va dans les réunions avec les conseils communautaires. C'est vraiment quelque chose qui. Les gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Donc, et là, ça, c'est. N'importe qui peut aller sur ce site-là et aller voir au niveau de chaque commune, même si c'est une commune de 40 habitants, vous allez voir un petit peu la production d'énergie, quelle qu'elle soit, hein. Il y a le bois, il y a le gaz, mais il y a tout, et c'est quand même relativement intéressant. Ça permet de relativiser un peu les choses. Voilà. Ça, c'est un outil qu'on utilise pas mal. Alors, Jean-Michel? Oui, tant qu'on parle d'argumentaire, justement, nous, on travaille aussi sur des domaines comme la formation. Et je me demandais si, comme dans l'argumentaire qu'on peut fournir aux collectivités, on ne pourrait pas mettre en avant le développement de tout l'environnement de pose de panneaux photovoltaïques. Je parle principalement de photovoltaïque, la formation en amont qu'on peut délivrer à des jeunes pour se former à la pose de panneaux photovoltaïques et ainsi développer cette technologie sur le territoire plutôt que de faire appel à des grosses sociétés qui sont hors territoire. Quelle est votre opinion là-dessus?
Alors nous, alors, dans l'association, on a une personne qui était installateur, mais qui a été enseignant dans un lycée professionnel spécialisé photovoltaïque sur à l'agglomération toulousaine. Et si vous voulez, il a transféré un petit peu ce truc-là sur un établissement, un lycée professionnel dans le Gers, qui est à Saint-Martin. Et justement, ils ont une option maintenant photovoltaïque. Et donc, ça permet justement de donner envie à des jeunes du coin, sachant qu'on a un territoire où les installateurs sont en recherche de personnel. Donc, c'est vraiment un lien où il n'y a pas de grande distance, quoi. On forme et on fait travailler sur place, quoi. Et à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, nous, on travaille avec plusieurs installateurs. Et sur les 5 installateurs avec qui on travaille, ils ont embauché 8 personnes. La difficulté, c'était de trouver des gens qui puissent garder. Et donc, ils ont travaillé beaucoup avec ce lycée professionnel pour donc faire des stages, proposer des stages à ces jeunes pendant leur formation, leur cursus de formation, et ensuite pouvoir les capter pour les garder sur leur territoire. Est-ce que c'est On pas a eu cette chance-là. Est-ce que c'est pas difficile d'obtenir une nouvelle formation dans un lycée professionnel? Il se trouve que nous, on a un lycée professionnel Sarrebourg, mais qui n'a pas de filière de ce type-là. Est-ce que ça ne prend pas beaucoup de temps d'obtenir la création d'une filière? Si, parce qu'après, c'est compliqué. Là, on était avec des gens qui étaient très volontaires sur ce domaine-là et qui ont fait une forte pression. Ils ont rajouté la pose de prises électriques pour les voitures, vous voyez, ce genre de trucs pour pouvoir diversifier. Mais ça a été assez long, c'est clair, hein, c'est long. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté au niveau. Ça, c'est de la relation entre les chambres d'artisanat et le monde éducatif, quoi. Hein, il faut qu'il y ait pression, hein, il faut qu'il y ait vraiment une relation où il y ait une forte demande pour que ça soit vraiment jouable, quoi. J'ai vu que sur Sarrebourg, il y a la création d'un CFA. Est-ce que de la formation pourrait être faite en CFA? Oui, elle peut. Après, est-ce que le CFA veut développer ce genre de formation? Mais elle peut. Elle peut. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais s'il est vraiment en création, c'est vraiment le moment de lui en parler, oui. Ouais. Oui. Ah, s'il est en création, oui. Oui. Bonne idée. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Peut-être le monsieur là-bas. est-ce qu'il y a Monsieur d'autres questions du côté de Oui, Sarrebourg? Ouais. Nous? Alors moi, il y a un point qui me plaît, c'est la précarité énergétique. Parce que là, j'ai l'impression, ce qui se fait beaucoup, c'est produire de l'électricité. Mais comment ça revient à la population qui n'a pas les moyens de payer des panneaux? Pour l'instant, c'est du financement particulier. Voilà. Comment l'argent peut revenir à la population qui est souvent précaire? Alors, sur la précarité. Notre difficulté, c'est d'identifier les personnes qui sont en précarité. C'est une question, si vous voulez, c'est une compétence des départements et on n'est pas tenu d'avoir des détails sur la vie et les revenus de tout le monde. Par contre, on travaille avec des logements sociaux, donc avec des collectivités, et le but, c'est nous qui payons les panneaux. D'accord? Il reste propriété du propriétaire de la maison ou du logement. Ce qu'on amène aux particuliers qui a des difficultés à payer ça, c'est un moyen de produire une partie de son électricité, donc qui va faire baisser sa facture énergétique. C'est ça qu'on amène. Moyennant un changement de comportement, c'est-à-dire, il faut qu'il fasse gaffe, on ne met pas les machines à laver la nuit, on les fait le jour pendant que les panneaux produisent. Voilà, fait ce genre de trucs. Et on fait cet accompagnement-là. Pour lui, c'est vraiment faire baisser sa facture énergétique. Ce n'est pas de lui faire un revenu. Je me suis bien fait entendre là, parce que les gens croient toujours on va leur verser des sous. Non, c'est pas ça. Non. Le but, c'est il faut qu'eux soient acteurs, en clair. Nous on le voyait comme ça. Il faut qu'ils soient acteurs, c'est-à-dire, je suis acteur à partir du moment où je fais attention quand je vais utiliser mon électricité. Mmh.
Et comment vous les accompagnez dans le changement de comportement? Alors, on les équipe, on les équipe d'un petit appareil qui leur permet en temps réel de savoir ce qu'ils produisent et après, on leur donne des éco-gestes tout banal. Alors, je vais vous donner un exemple, comme peut-être ça sera plus parlant pour vous, une machine à laver, le linge, il faut 1000 watts. Eh bien, on leur explique que quand les panneaux produisent 1000 watts, eh bien, il peut mettre en place, en marche, sa machine à laver. Elle va durer 1 heure. S'il le fait en début d'après-midi, il va couvrir toute sa demande dans cette période-là. C'est des petits trucs comme ça. On leur apprend, dans le cadre de la sobriété énergétique, à débrancher tous les appareils qu'ils n'utilisent pas. Il faut savoir qu'un appareil qui reste branché, même éteint, consomme de l'énergie. Très peu, mais il en consomme. Et à l'heure actuelle, dans les maisons, on a une multitude d'appareils. On appelle ça des veilles pour nous. Et ces appareils-là vous consomment, et quand on le calcule au niveau de l'année, au bout de 8600 heures, c'est énorme. Voilà. C'est pour ça que ce changement de comportement est très important. Et si on ne l'accompagne pas, ça ne sera pas efficace. Alors, toujours sur le même sujet, qu'est-ce que vous pensez des panneaux qu'on pose chez soi dans le jardin, qu'on branche directement sur la prise? Mhm. Oui. Est-ce que ça pourrait servir, par exemple, c'est le genre d'installation, est-ce qu'on peut les poser sur un toit, par exemple? Et est-ce que ça peut, parce que ça fait pas c'est pas des gros montants, ces panneaux-là. Et est-ce que ça pourrait être installé chez tout le monde pour, Alors, on peut l'installer partout. Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Alors, si c'est sur un toit, vous devez obligatoirement avoir une autorisation d'urbanisme. C'est obligatoire, d'accord, puisqu'on oui. modifie l'aspect extérieur du logement. Si vous les mettez au balcon, pour l'instant, c'est vague. On n'est pas tenu de faire une déclaration au service d'urbanisme. Par contre, chaque fois, il faut quand même faire une déclaration auprès de Nedis. Parce que Nedis, vous risquez à un moment donné de renvoyer de l'électricité sur le réseau. Oui, oui. Et Enedis, lui, il a besoin de le savoir. Parce que lui, il prend des mesures de sécurité pour éviter de se prendre du courant qui vient de la maison vers le réseau. Ah, d'accord. Même, alors les gens qui ont acheté un panneau, qui le branchent, ils sont obligés de le déclarer à Juste Enedis. déclarer, juste déclarer. On ne vous le D'accord. refuse pas, Comme mais ça, vous êtes tenu de le déclarer. Ça s'appelle le CATSI. Enfin, c'est une convention d'accompagnement mais ça existe, mais il faut le déclarer. Et ça, les vendeurs, ils vous le disent pas trop. bah, parce Le que moi, problème, je vois mon voisin, il a acheté sur Internet, quoi. Il oui, a acheté voilà, oui, oui, 300 bien sûr. euros le panneau, c'est pas gros, mais Oui, 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 oui. je pense pas On, qu'il on le sait, avait, quoi. on avait envisagé à un moment donné de faire avec ce dispositif-là, mais si vous voulez, c'était 2 panneaux et c'était trop juste un point de vue capacité pour que ça réponde un peu aux besoins de ces personnes-là qui sont en précarité. Et donc, on a décidé de passer par un modèle au-dessus, c'est-à-dire 6 panneaux de 425 watts et qui là permettent effectivement d'être un peu plus pertinents en journée. D'accord. Mais nous, on le paye. On le paye, ça reste propriété du propriétaire, enfin celui qui détient le bâtiment. C'est-à-dire le Ça, locataire change, l'installation reste. et ça coûte combien, un panneau, là, 6 panneaux, là? Nous, on Du est à coup, 5000 et quelques, ah ouais, 5800. ça fait quand même, quoi. Ouais. Non, mais nous, on le paye. C'est pas les Oui, oui, non, mais gens je suis qui le payent. d'accord, mais hmm. Alors, nous, on fait jouer la solidarité nationale. En clair, on fait jouer les entreprises qui font du photovoltaïque. On est allé les voir, on est allé les démarcher et on leur a dit, ben voilà, nous, on fait tel type de projet, comment vous pouvez nous accompagner? Donc, il y a des différents artifices au niveau des impôts qui leur permettent de le faire. Et on va aussi, lorsqu'on accompagne des gens sur des projets individuels, ben, on leur demande de participer à un projet d'économie solidaire et sociale. Donc voilà, ils mettent 200, 300 euros, 400 euros, ça c'est suivant les personnes. On n'impose pas de choses, on le laisse le plus librement possible. D'accord. Ça, c'est un peu l'option qu'on a pris, nous. Ok. Merci. Merci. Alors, juste une dernière intervention, celle de Michel Collin. Oui, j'aurais voulu avoir des précisions sur les mécanismes qui permettent aux entreprises
de donner des conditions favorables pour la fourniture des panneaux? Alors, les conditions. Alors, pour les panneaux, vous dites? Tu as parlé d'arrangements avec des entreprises que vous avez démarchées de façon à vous procurer des installations à bas coût. Alors, non, non, Bakou, il n'est pas question d'étrangler le monde. Alors, non, 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 ce qu'on a fait, tout à fait au départ, nous, on connaît, puisqu'on a essayé, puisqu'on a deux personnes qui étaient dans l'enseignement et qui ont testé énormément de matériel, même encore, puisqu'on nous fournit encore du matériel. Les fabricants nous envoient, puisqu'ils ont gardé de très bonnes relations. Et si vous voulez, on est allé voir ces installateurs et on leur dit, bon voilà, nous, on veut travailler avec tel type de matériel et telle gamme de panneaux parce qu'on connaît leurs caractéristiques, on connaît leur rendement, on connaît beaucoup de choses. Alors, il y a du panneau fabriqué, assemblé, pardon, pas fabriqué, puisqu'on ne fabrique pas hein, en France, mais qu'on assemble en France, mais il y a des panneaux qui viennent d'Asie, de très bonne qualité, à l'heure actuelle, qui inondent le marché mondial. Mais voilà, donc, mais nous, on leur a fixé un cadre, quoi, quand même. Et après, c'est là où on a vraiment échangé avec eux, c'est à leur dire, écoutez, nous, on va faire la partie administrative, et ça, vous en tenez compte dans vos devis. Partie administrative, une petite installation de 3 kilos, ça va de 600 à 1000 euros. Donc ça, eux, ils en tiennent compte. Il n'est pas question qu'on aille étrangler non plus les entreprises. Il faut qu'ils vivent quand même. D'accord, mais tu Donc, parlais d'arrangements fiscaux, ah non, ça c'était dans le cadre uniquement, alors dans le cadre uniquement du projet ESS, économie solidaire et sociale. Dans ce cas-là, les sociétés peuvent faire des dons jusqu'à hauteur de 10 000 euros par an et être défiscalisées à hauteur de 66%. D'accord, Donc, ok, voilà. j'ai Donc, c'est compris. ce dispositif-là qu'ils ont pris conscience. Alors, ils le font, ou ils le font en fonction des dossiers, ou ils le font. Enfin, c'est eux qui décident un peu, il n'y a pas de souci. Mais ils se mettent, puisque notre association, elle est ESUS, elle est donc identifiée en tant qu'association d'économie solidaire et sociale. Et donc, pour eux, c'est aussi un gage par rapport à leur entreprise, puisqu'ils participent à une démarche économique, solidaire et sociale. C'est ça aussi qui fait que ça permet d'améliorer les relations, quoi. Alors, au-delà de l'administratif, il y a aussi certaines sociétés citoyennes qui disent bah, vous mettez un ouvrier de moins sur le chantier et nous, on va amener des bénévoles solidaires de l'association qui feront une partie de enfin, tout ce qui est portage, ce genre de choses. Et ça permet aussi de faire baisser les coûts. Oui, oui, oui. Alors, c'est à ce sujet, on avait démarré au départ, on voulait faire de la co-construction, c'est-à-dire monter des installations avec les personnes et avec le collectif. Euh, Seulement, on s'est heurté par rapport à la réglementation, si vous voulez, aux démarches, par rapport aux demandes de raccordement à Enedis, par rapport au contrat de rachat. Et donc, on ne trouvait pas d'entreprise qui voulait engager leur décennale en ayant des gens qui ont participé et qui ne sont pas forcément du milieu d'électricité quoi, et du photovoltaïque. C'est pour ça. Et donc, on n'a pas insisté sur ce plan-là, quoi. Mais il y a une association dans le Gard qui s'appelle ACT, qui, eux, veulent essayer de développer ce genre de choses, mais ils rencontrent énormément de difficultés pour trouver un installateur agréé qui valide leur installation, parce que c'est ça qu'il faut faire gaffe à l'heure actuelle. Il vous faut un agrément pour pouvoir revendre de l'électricité. C'est pour Et ça que l'agrément, il est donné au niveau des installateurs. je ne parlais pas du tout de la partie électrique, hein, je parlais uniquement de la manutention. Et là, en Ah oui, général, c'est possible de trouver un accord. oui, oui. Non, non, mais oui, oh, ça peut. Alors, sur des petites installations, je ne sais pas si c'est pertinent, hein, parce que je vois moins de 3 kilos, ils mettent deux personnes, ils mettent une demi-journée pour le monter. Euh, à voir. Parce qu'il y a après des problèmes de hauteur, vous savez, travail en hauteur. Voilà. Donc, ils étaient plutôt réticents. Voilà, à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas insisté sur cette voie-là. Alors, il y a une dernière question de Françoise. Après, on va Oui, continuer. bonjour. Je voudrais demander à Monsieur Chabrol, parce qu'on est un collectif, parce que je fais partie du conseil de développement,
Mais on a un collectif d'associations et on voudrait monter ce genre de coopérative citoyenne. Et quand vous nous dites que vous avez obtenu 100 000 euros de la région, à quel stade de votre projet vous en étiez? Parce que nous, on est vraiment au tout début, quoi, pour arriver à obtenir ce genre de subvention. Alors, tout d'abord, vous êtes dans quelle région? Le sud, je suis dans le 04. 07. Alors, 04, ouais, donc en région nous, PACA. oui, oui, d'accord, pas cas. Mm. Nous, ça dépend des appels à projets qui ont été faits par la région. Nous, on a sauté sur cette affaire-là parce qu'on a vu qu'il y avait un appel à projet de la région. Si vous voulez, la région Occitanie a développé énormément d'accompagnement de projets, d'appels à projets, parce qu'elle s'est fixé un objectif, c'est celui d'être la région à énergie positive d'ici 2050 au niveau de l'Europe. Donc, elle s'est donné des moyens, si vous voulez. Donc, sur des grosses installations, mais aussi sur l'accompagnement citoyen, parce qu'elle s'est rendue compte, et nous, on en est l'exemple flagrant, à l'heure actuelle, avec les accompagnements qu'on a fait, on a installé 3 mégawatts crête de panneaux sur les petites maisons à droite à gauche. Donc, la région s'est rendue compte que vraiment ça pouvait être porteur, et donc elle a fait des appels à projets. Et nous, on a répondu à cet appel à projet. Je ne sais pas si ces appels à projets vont continuer. C'est ça le Oui, problème. oui, C'est parce que après il y a des problèmes de financement, hein, les crises Covid, tout ça ont quand même durement touché les finances des communautés de communes, mais aussi des régions, hein. Et donc je ne sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant, ça y était. Nous, on avait répondu à l'époque en 2017 et on a été validé. Voilà. Mais il y a d'autres formes d'accompagnement, il y a d'autres appels à projets à l'heure actuelle sur la désimperméabilisation, sur l'arbre énergie, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. oui. Mais ça dépend des régions un petit peu et des stratégies qu'elles se sont fixées sur ce cadre de transition énergétique. D'accord, ben, c'est toujours une piste. Merci. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a plus de main qui se lève, donc ça tombe bien. On a dépassé un petit peu notre temps, donc on va pouvoir conclure. Merci beaucoup, Francis, d'avoir Merci à pour vous. votre présence, d'avoir répondu aux questions et pour cette présentation. Je pense que ça a aidé pas mal de participants ici, donc merci beaucoup pour ce temps-là.